la méthode IOD et ce que ça donne aujourd'hui? Oui, merci. En complément donc, de ce qui vient d'être dit, effectivement, je pense qu'on peut illustrer une action qui se situe dans le panel des actions d'accompagnement à l'emploi. Effectivement, nous, les inemployables, c'est ce que dit Transfert qui a mis au point cette méthode IOD sur Bordeaux, qui considère qu'en fait les marges de négociation elles se situent souvent plus dans l'entreprise qu'auprès des publics. Donc la méthode IOD que nous mettons en œuvre depuis 15 ans maintenant sur Nice, elle prend un postulat assez simple qui est de dire on ne va pas faire du parcours d'insertion avec des jeunes qui sont en grande difficulté, on ne va pas leur demander de repasser un diplôme via une formation lambda, on ne va pas leur faire des techniques de recherche d'emploi, on ne va pas leur faire un CV, leur dire maintenant tu es prêt, va chercher un travail. C'est nous qui allons dans les petites entreprises trouver de l'offre, la négocier et surtout essayer de diminuer les prérequis des entreprises, voire les exigences parfois sur des premiers niveaux de qualification. Alors on est sur un segment très étroit. On intervient dans les quartiers politiques de la ville à Nice depuis 2009, donc c'est une centaine de jeunes. Alors là aussi, les jeunes qui sont les décrocheurs, qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, qui sont allés à la mission locale et qui ne sont pas très assidus, et qui disent souvent je veux travailler, mais ça s'arrête là. Donc nous, on va dans les entreprises trouver des offres, et il y en a, de premier niveau de qualification, et à partir du moment où ce jeune veut travailler, est disponible pour travailler, nous, c'est un statut qu'on va lui offrir à travers un emploi durable. On ne va pas travailler le projet. Effectivement, le projet professionnel, on ne va pas le travailler, on ne va pas lui demander de rentrer en formation préalable, on va lui proposer une rencontre directe avec un employeur sur un poste de travail. Par rapport à nous, un réseau que l'on a en amont. Donc c'est vraiment une mise en relation directe qui fonctionne. On nous avait prédit un peu la catastrophe quand on a commencé, parce que ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils sont difficiles dans le discours, et finalement ça s'est passé plutôt bien, parce que les offres étaient concrètes et que c'était souvent la première fois qu'ils rencontraient un employeur ou une entreprise. Et surtout que nous, la majeure partie du temps, elle se situe dans l'entreprise. C'est-à-dire que déjà, le premier contact, on l'a sans le jeune. Ces entreprises, elles ont du mal à trouver des profils pour des postes qui sont rémunérés, c'est vrai, au SMIC, qui sont des métiers souvent pas valorisés, des métiers manuels. Et c'est là, en fait, où on se situe dans notre plus-value. Alors, ce qui a fait aussi que cette action a fonctionné, c'est qu'elle se situe à l'échelle d'un quartier politique de la ville, d'un quartier où les acteurs se connaissent, où on travaille avec des éducateurs spécialisés, avec des partenaires de terrain qui connaissent bien ces jeunes parce qu'ils sont avec eux souvent dans la rue et qui peuvent nous les amener, et le contact se fait, le rendez-vous se fait le jour même. Il y a très peu de procédures, il n'y a pas de fiche de liaison, il n'y a pas de fiche navette, il n'y a pas tout ça. Le rendez-vous, il est concret, on parle directement d'emploi et on ne parle pas de projet, de difficultés, on parle de boulot. Comme l'ont dit les jeunes qu'on a interviewés, nous on veut du taf, et c'est vrai que on en a avec Cap Entreprise, et si on ne veut pas l'offre qui se présente le lendemain, il y en aura d'autres. Le tout, c'est d'être vraiment volontaire sur une offre d'emploi. Ce qui a aussi conduit la réussite de cette action, qui est toute petite, c'est qu'elle se construit aussi avec un binôme, c'est-à-dire qu'on travaille avec des éducateurs spécialisés qui les connaissent, ces jeunes, parce qu'ils ont des difficultés, ils sont parfois un peu dans la petite délinquance. Donc quand il y a un boulot le lendemain matin où on est d'accord pour y aller, l'éducateur spécialisé, il va appeler la famille et il va dire il faut qu'il se lève demain matin pour aller bosser, parce que Cap Entreprise, ils vont venir le chercher à 8 heures. Donc vous, que ce soit la mère, le frère, la sœur, donc il y a vraiment un travail qui est commun par rapport à ce public-là, et qui favorise, on va dire, la réussite. Et ce qu'on essaye aussi de faire, parce qu'on a beaucoup parlé du genre, c'est qu'on essaye aussi de faire d'autres propositions. Il y a beaucoup de stéréotypes, effectivement. On a autant de garçons que de filles, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on leur propose dans ces quartiers. Ça va être vigile du supermarché, ou agent de sécurité, enfin toujours un peu les mêmes boulots. Donc on essaye, nous, d'ouvrir un peu d'autres possibilités à l'extérieur du quartier. Ce qui intéresse, nous, c'est l'emploi durable, tout de suite, accessible effectivement à ces publics-là pour qui les propositions sont assez limitées. Merci. Merci beaucoup. Question en salle?
À vous, des précisions, des compléments. On voit là qu'on est dans quelque chose qui nous rapproche de ce qu'on a très vite approché ce matin, c'est-à-dire cette inversion des processus. Ce matin, Véronique Simonin est passée très très vite sur la question du logement d'abord, c'est-à-dire mettre les jeunes en situation de logement et faire en sorte que ça tienne, qu'ils ne perdent pas leur logement. Là, on est un petit peu dans la même inversion des logiques d'action sociale qu'on a connues depuis 50 ans, c'est-à-dire mettre en emploi et accompagner de manière à ce que, là aussi, ça tienne et ça donne quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Si? Je ne vois pas. Oui, allez-y. Oui, moi je tenais à remercier aussi le témoignage de l'expérience précédente, parce que quand on parle de jeunes en très grande difficulté, éloignés des éléments essentiels comme se lever le matin, renouer avec une vie, il est, me semble-t-il, indispensable qu'un accompagnement social Vous travaillez dans quelle individualisé. structure? Voilà, hein, là on parlait d'éducateurs spécialisés, je crois que c'est vrai que c'est une condition aussi majeure de la réussite pour un public en très grande difficulté. Donc c'est important, je pense, de souligner qu'il faut un accompagnement social de proximité intensif pour les jeunes les plus en difficulté. On a retenu un accompagnement global, individualisé, intensif. Madame de Poncin. Oui, elle travaille au Crous, hein, c'était... Non, mais c'était juste aussi pour demander par rapport à quel est le bilan pour les deux derniers témoignages, non pas jusqu'à l'employabilité, mais après, est-ce qu'il y a un bilan qui est fait au bout de peut-être un an ou après, par rapport à ces jeunes très en difficulté au départ? Que sont-ils devenus? Voilà, c'est ça. Alors pour les écoles de la deuxième chance, celle de Marseille et les autres qui existent en France, quand on affiche un taux de sortie positive de l'ordre de 60%, donc 58%, ça veut dire soit l'accès à un contrat de travail, soit l'intégration en formation diplômante qui correspond au projet professionnel construit avec nous. C'est valable à Marseille comme en France, mais ça s'est évalué à peu près un an après la fin de leur parcours avec nous. Une des spécificités du dispositif, il y en a plein, je n'ai pas pu toutes les citer, mais une des spécificités est que nous suivons chaque jeune jusqu'à un an après la fin de son parcours avec nous. Et c'est particulièrement important, notamment pour les jeunes qui sortent en emploi, parce qu'on sait que les premiers mois, et notamment en emploi en alternance, on sait que les premiers mois, ce sont des zones, les 3 premiers mois, ce sont des zones de fragilité dense. Et c'est dans ces moments-là que l'on a les plus forts taux de rupture de contrat. Donc il faut continuer à être avec eux, y compris lorsqu'ils sont en emploi. Alors ça, c'est un élément de réponse à votre question. Le deuxième, alors là, je reste sur le cas de Marseille. Il y a quelques années, on est en train de relancer la même dynamique avec la DARES, mais cette fois-ci pour l'ensemble des écoles de la deuxième chance en France. On a fait une enquête sur les jeunes sortis depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans de l'école de la deuxième chance pour savoir si ce 60% de sorties positives était un plancher ou un plafond. Et puis si je suis devant vous, c'est que c'était pas un plafond, c'est un plancher. Ça veut dire que plus le temps passe, plus le taux d'insertion professionnelle augmente. 4 ans après leur passage par l'école, c'est quasi exclusivement du contrat de travail à durée indéterminée, évidemment. Ça n'aurait pas d'autre sens. Mais, et je termine là-dessus, on a eu, quand on a lancé cette enquête sur 1 millier de jeunes sortis depuis plusieurs années de l'école de Marseille, on a eu une surprise, c'est pas celle du taux de sortie positive, on s'y attendait un peu. La surprise, c'est qu'on a eu 65% de retour. Et ça, de retour. Alors on a utilisé le téléphone et on a utilisé le courrier. C'est important de marquer qu'obtenir 65% de retour pour des jeunes sortis d'un dispositif depuis 2 ans, 3 ans ou 4 ans, et qui sont des jeunes au premier niveau de qualification, comme on dit, c'est-à-dire 2 ans avant. Ça, c'est un élément de structuration important qui dépasse le seul critère accès à l'emploi. Merci. Caroline Poggi-Maudet, les chiffres de ces 3 dernières années, rapidement. Alors, je ne voulais pas trop parler de chiffres parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Peut-être dire que sur les allocataires du RSA, parce que c'est un dispositif qu'on a depuis 15 ans sur les allocataires du RSA, il y a une évaluation qui est faite par le Conseil général des Alpes-Maritimes qui reprend toutes les personnes qui ont été placées en emploi sur un CDI ou un CDD de plus de 6 mois et qui regarde 2 ans, 3 ans après s'ils ne reviennent pas dans le dispositif RSA, et à 70%, ils n'y reviennent pas. Sont-ils dans la même entreprise ? On ne le sait pas. En tout cas, ils ne sont pas revenus sur une allocation sociale, ce qui est déjà bien. Au niveau des jeunes,
Il n'y a pas d'élément de mesure. On est dans l'entreprise, on les suit jusqu'à ce que la période d'essai soit satisfaite. Et l'entreprise, comme elle fait partie de notre réseau régulièrement, quand ça se passe mal, elle nous rappelle, ça je peux vous le dire. Mais surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que dans le quartier, le bouche à oreille se fait. Alors plutôt que de parler de chiffres, moi ce qui m'intéresserait aussi, c'est de dire voilà, les expériences de terrain se transmettent d'éducateurs aux associations, à toutes les professions qui sont très nombreuses à intervenir sur les quartiers politiques de la ville, les petites associations de quartier, que ce soit le vigile du supermarché qui voit traîner un jeune et qui va dire à l'éducateur attention lui, qu'est-ce qu'il fait là, tu as eu son frère. Enfin, il y a toute une dynamique qui se fait dans ces quartiers qu'on ne peut pas mesurer par des chiffres et des résultats, mais qui capitalise aussi beaucoup de ressources et de liens sociaux qui favorisent aussi à ce que ces jeunes-là, on leur propose des issues positives et stables. En tout cas, ça peut marcher. Et ils se le disent entre eux. Hein. Nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent parce que le copain ou la copine, ça a marché. Donc, c'est déjà pour nous un très bon signe d'évaluation positive. Excusez-moi, je voudrais juste savoir si je suis là. Juste connaître la moyenne d'âge des jeunes. En tout cas, est-ce qu'il y a un âge maximum, minimum pour entrer, pour être accompagné? Enfin voilà, je ne le situe pas très bien. Vous avez beaucoup parlé en termes de niveau scolaire ou d'échec, mais en termes d'âge, les deux intervenants. Alors, quelque chose sur les âges? Alors pour les écoles de la deuxième chance, donc d'une façon générale en France, elles ont été conçues il y a 15 ans pour des jeunes de 18 à 25 ans. Il se trouve qu'à Marseille, précisément, on est une de celles qui reçoit le plus grand nombre de mineurs, donc on a à peu près 20% de jeunes de 16 à 18 ans dans les 700 jeunes, 650, 700 jeunes que l'on reçoit chaque année. Merci. Caroline? Nous, on a à peu près le même volume. Hein. C'est vraiment les jeunes problématiques avec entre 18 et 25 ans, mais on ne ferme pas la porte. Hein. Les jeunes qui ont 27, 28 ans, voire d'autres publics, on les prend aussi sur la logique de fonctionnement. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de cette deuxième table ronde. Je vais vous proposer un petit changement de plateau. Donc là, nous allons entrer dans notre dernier temps de l'après-midi sur le mouvement familial en faveur de l'autonomie des jeunes. Et donc, je vais appeler à cette table Patricia Humann. D'ailleurs, que je vais pas appeler à cette table directement parce que vous allez aller au petit pupitre à ordinateur, s'il vous plaît. Et puis, Madame Briel pour l'UDAF 05, ainsi que Rachel Bertrand, Monsieur Olive pour l'UDAF 84, ainsi que Jean-Baptiste Davio. Et puis, je crois, la surprise, donc c'est un dernier intervenant pour cet après-midi, Mohamed, d'une des associations du collectif Standil que nous avons passé à table. Voilà, mise en place. Je mettrai les cavaliers après, mais vous y reconnaîtrez. Patricia Humann, vous êtes responsable des études qualitatives à l'UNAF et vous allez nous présenter en chapeau de ce dernier atelier le deuxième volet d'une étude sur l'engagement des jeunes comme bénévoles. C'est un sujet qui a été abordé dans les allocutions d'ouverture ce matin. Donc vous avez étudié la perception de l'engagement des jeunes bénévoles du point de vue des jeunes et de leurs parents et je vous laisse nous en dire plus. Voilà, et je réalise quelques études qualitatives par an, enfin une par an, donc voilà. Donc je vais vous présenter, après pour changer les... Il faut faire ça. Je vais vous présenter donc une étude qualitative qui a été faite sur le bénévolat des jeunes.
Donc qualitatif, c'est-à-dire qu'on choisit un petit nombre de personnes, mais on les interviewe de manière approfondie, non pas par des questionnaires où il faut répondre oui et non et pour lequel après on aura des chiffres, mais là on est plus dans une interrogation plus approfondie. Par contre, on a moins effectivement de personnes que quand on fait des vastes études quantitatives. Donc en fait, ce qu'on cherchait à savoir, c'est qu'est-ce qui motive les jeunes pour s'engager en tant que bénévoles, comment ils ont vécu leur engagement bénévole, et on va voir que c'est de manière plutôt positive. En quoi, en tant qu'association familiale aussi, on se posait, en tant que mouvement familial, on se posait la question de savoir en quoi l'engagement des jeunes participe de leur processus d'autonomisation. C'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant dans cette journée aujourd'hui de présenter cette étude. Et puis aussi une question qui était plus propre à notre mouvement, est-ce que les jeunes se voient comme bénévoles dans une association familiale? Quelle est l'image qu'ils ont des associations familiales? Parce qu'on se pose effectivement quand même la question du renouvellement de nos bénévoles. Alors donc j'ai réalisé 8 réunions de groupe, donc 6 réunions de jeunes. Donc des réunions de groupe, c'est on voit les personnes pendant 3 heures et on essaye de discuter de manière très approfondie sur un sujet. Donc j'ai vu 51 jeunes bénévoles qui étaient bénévoles dans des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire dans à la fois des mouvements de scoutisme et des mouvements de jeunesse comme MRJC ou JOC. Des bénévoles des jeunes qui étaient bénévoles dans des associations d'étudiants, des jeunes qui étaient bénévoles aussi dans des associations plus généralistes, caritatives, type Croix-Rouge, Restos du Cœur. Voilà, les associations d'étudiants, c'était Génépi, des jeunes qui vont dans les prisons, la FEV, je ne sais pas si vous connaissez, et des tas de petites associations. On a vu aussi donc, des filles et des garçons, bien sûr, et des jeunes qui avaient des études, qui faisaient des études ou qui pouvaient être en service civique, donc qui avaient arrêté leurs études ou qui n'avaient pas vraiment fait d'études et qui étaient en service civique. Et on avait des CSP relativement variés, des catégories socio-professionnelles variées. On a fait ces groupes à la fois à Paris, donc on avait des jeunes qui habitaient sur toute la région parisienne, et à la fois à Caen, et on avait aussi donc des jeunes qui habitaient sur toute la région Basse-Normandie. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, on a vu que ces jeunes, quel que soit leur lieu d'engagement, faisaient des actions très variées. C'est-à-dire, ils pouvaient être engagés dans la JOC et se retrouver à faire des actions très variées, pas forcément très traditionnelles par rapport à ce qu'on aurait imaginé. Donc, les grands axes, en fait, c'est les jeunes vont dans des actions d'engagement, on voit mal, excusez-moi, d'éducation, d'encadrement et d'animation. Ça, c'est l'axe en haut. Et en bas, plutôt de prise en charge et de soutien. Et ils peuvent s'occuper de tout public ou de publics plus fragilisés. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est très intéressant de voir précisément, mais ce qui les intéresse, par exemple, pour le public fragilisé, c'est la maraude. Beaucoup de jeunes qui travaillaient, qui étaient engagés dans des maraudes, des visites de personnes âgées, de l'aide aux personnes handicapées, donc c'est assez divers. Ce qui est important surtout de retenir par rapport à ça, c'est que c'est la diversité des actions proposées qui les intéresse. Et ce que j'ai vu aussi, mais je crois que c'est assez général à tous les bénévoles, ils aiment mieux être dans des actions de terrain, de contact avec les personnes, que dans la gestion de l'association ou dans la gouvernance. Là, j'ai l'impression que c'était vraiment très fort chez ces jeunes. Il y en a qui ont eu des expériences de gestion, de faire de la compta ou des trucs. Vraiment, ça, c'était pas ce qui leur avait le plus. Alors, quelles sont les représentations autour du bénévolat des jeunes? Ça, c'est des choses assez intéressantes qu'on peut faire en groupe, comme ça, en leur demandant quel est un peu le portrait robot du jeune bénévole, quelle image vous en avez. Et on a vu des choses très positives ressurgir par rapport à ça. Pour eux, les actions qu'ils ont proposées, qu'ils ont faites, étaient souvent très passionnantes, très motivantes. Ils ont vécu des moments, ils ont l'impression souvent de vivre des moments uniques. Il y avait par exemple cette phrase, des moments mémorables, on s'en souvient. Ils ont découvert un autre monde, ça peut être le monde de la prison, le monde de la rue, ou ça peut être un autre monde à l'étranger. Pour eux, en fait, l'image du bénévole, c'est quelqu'un ils ont une image très positive. Ça, c'est important de voir parce qu'ils se projettent dans quelque chose de positif quand ils font cette action de bénévolat.
Ils ont quand même l'image de générosité, de solidarité, de don de temps et de joie de vivre, de quelque chose qui n'est pas triste, qui est plutôt joyeux. Pour les parents, l'image du bénévole, c'est le fils ou la fille idéale, ça c'est clair. Il est à la fois actif, intelligent, humain, enfin il a toutes les qualités. Donc on va voir que les parents sont quand même très moteurs par rapport au bénévolat des jeunes, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. Par contre, quand même, on verra qu'au niveau du vécu, les jeunes ont senti des dérives possibles et ils les notent, ces dérives. Il y a quand même une dérive dans le bénévolat, enfin pour eux, celle de s'engager, que ça prenne toute la place de leur vie personnelle, toute la place de leur vie familiale ou de leur vie professionnelle. Et ça, cette dérive, quand même, ils la notent. On ne sent pas une volonté de s'engager totalement, mais quand même de rester dans une certaine mesure par rapport à leur bénévolat. Voilà, et donc l'image du jeune bénévole est plutôt plus négative. Mais ce qui était intéressant auprès des jeunes bénévoles, c'est qu'ils disaient en fait tous les jeunes, à mon avis, il suffit de bien leur en parler pour arriver à les motiver. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est que si on faisait une communication pour motiver les jeunes, pour qu'ils deviennent bénévoles, il fallait non pas leur montrer... non pas les culpabiliser, mais leur montrer tout le plaisir que nous, on a éprouvé en tant que bénévoles et tous les moments agréables, tous les moments vraiment forts qu'on a vécus. Voilà, alors, pour eux, en fait, la source du bénévolat, c'est quand même, pour eux, le bénévolat prend sa source dans l'histoire familiale et dans leur sensibilité aussi à la misère du monde, entre guillemets, et souvent très tôt. Et ça, on a retrouvé ça chez les parents. Ils ont eu l'impression que tel enfant était devenu bénévole plus que tel autre, mais parce que très tôt, il a été sensible aux SDF qu'il voyait dans la rue, aux chiens perdus, etc. Enfin bon, voilà. En fait, on retrouve souvent chez les parents de jeunes bénévoles une implication bénévole eux-mêmes dans les associations depuis assez longtemps. Il y avait cette phrase, par exemple, ils ont baigné dedans depuis longtemps. Il y a un soutien implicite de la part des parents. Et ils ont dit on sert de base arrière. Même s'ils laissent le jeune relativement libre de ses choix, ils le soutiennent quand même et ils en sont assez fiers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Selon les jeunes, on retrouve effectivement cet engagement de la famille, des parents relativement tôt. Après, ils ont été sensibilisés au moment du lycée ou de la fac. Et c'est ça qui a souvent guidé leur choix dans telle ou telle association. Donc, par exemple, ils font du droit, ils se disent il faut que j'aille voir ce qui se passe en prison. Ils ont choisi le GNEPI. Oui, ils font des études de santé, ils ont été dans la prévention en santé. Bon, ça, c'est des choses qui viennent assez logiquement. Parfois, il y a eu des moments de désœuvrement, c'était assez intéressant, de la part des jeunes. On a l'impression, je m'embêtais, j'avais un peu de temps libre, je cherchais un boulot, je n'arrivais pas à trouver, donc j'ai ouvert la porte d'une association. Au niveau des bénévoles du scoutisme, c'est un peu différent. Il y a parfois l'impression qu'il y a une continuité assez naturelle entre le moment où ils sont usagers, entre guillemets, des scouts et où ils vont s'engager comme chefs. Alors, les motivations plus profondes des jeunes, on est quand même dans ce devoir altruiste qu'on retrouve partout, redonner ce qu'on a reçu. Par exemple, dans les mouvements de scoutisme, c'est ça, ou les mouvements d'animation, quand ils s'occupent d'animation de jeunes, et soulager la souffrance. Les scouts sont plus dans la joie d'éduquer, de faire progresser les enfants, etc. Les bénévoles d'associations étudiantes sont plus dans la curiosité parfois. Au départ, ils disent je suis curieux de ce monde, je voulais découvrir, je voulais essayer de me rapprocher d'un monde d'adultes qui m'est fermé souvent par le monde du travail. C'est difficile de trouver un stage, mais là, on a plus accès plus facilement. Voilà, ils ont aussi trouvé une certaine joie à agir à plusieurs. Enfin, ils ont découvert un peu l'action collective et c'est ça qui les a motivés. Pour tous, on est quand même dans l'idée de changer le monde, de faire un peu avancer le monde. Ils ne sont pas dans une idée de révolution, et ça, c'est vrai que les parents l'ont noté en disant parfois, c'est un peu différent de notre génération, on n'a pas l'impression qu'ils vont changer le monde. Il y avait cette phrase, je crois, d'un père qui disait ils sont ils sont de plus dans la réalité. En fait, ils sont dans changer le monde, mais en restant dans la réalité. Alors, comment ils vivent leur engagement? Majoritairement de manière positive.
C'est la joie d'avoir réussi un projet, souvent sur une année, d'avoir voilà, la joie d'avoir rendu heureux, que ce soit des gamins ou des SDF, des enfants, pardon. Le fait d'agir à plusieurs aussi, d'agir en équipe, ça c'est un truc qu'ils ont bien apprécié. Ils ont souvent eu l'impression de rencontrer des personnes exceptionnelles pour eux, qu'ils ne rencontraient pas d'habitude, qu'ils ne rencontraient pas à la fac ou dans leur monde familial, etc. Et en fait, il y a eu d'autres choses aussi. Par exemple, ils ont apprécié cette idée d'action gratuite, de se rendre compte qu'on pouvait faire beaucoup sans rien de coûteux. Voilà. Même si les difficultés sont loin d'être absentes. Alors, bon, j'ai noté par exemple donc, la surcharge de travail, difficulté à doser leur engagement. Souvent, ils sont pris dans leur engagement, ils ont un peu du mal à dire non et à mettre des limites. Souvent, ils ont eu des responsabilités très importantes et ils ont l'impression que les adultes ne sont pas très présents autour d'eux. Il y a eu parfois des imprévus stressants. Ce qui leur paraît dur, c'est d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour eux. La difficulté des relations humaines, évidemment. Il y a parfois une hiérarchie un peu rigide, difficulté à se faire entendre. Parfois, je disais tout à l'heure, oui, ils se sont investis dans des choses qui les ont un peu ennuyés parce que c'était trop loin du terrain. Parfois, choc de la confrontation avec la misère, donc aller voir les SDF ou en prison, c'est pas toujours évident. Le poids de l'administratif et du réglementaire, ça, ils l'ont noté comme très lourd. Notamment, je me rappelle pour le Génépi ou pour les mouvements de scoutisme ou d'animation d'enfants, c'est pas toujours évident. Voilà, la mentalité de certains bénéficiaires. Alors ça, c'est pour les jeunes qui ont fait des quêtes sur la voie publique. C'est pas toujours facile d'avoir le retour des gens. Alors, qu'est-ce que ça leur a apporté au niveau de leur engagement ? Est-ce que ça les a rendus plus autonomes, plus matures ? On verra qu'il y a eu, à ce niveau-là, vraiment beaucoup de choses positives. Pour les parents, ils ont vraiment eu l'impression que les jeunes se construisent moralement, qu'ils sont plus heureux, plus sûrs d'eux, plus ouverts grâce à leur engagement. Ils sont devenus plus mûrs, plus sérieux, plus généreux. Les jeunes ont le sentiment d'avoir acquis vraiment des compétences. Vous verrez dans l'étude détaillée là, vous pourrez avoir sur le site internet si ça vous intéresse. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Ils ont l'impression qu'ils ont acquis des tas de compétences qui pourront leur servir professionnellement, d'organisation, de prise de parole en public, même de management. Et ils ont l'impression, en termes de savoir-être, que ça les a vraiment enrichis. Ils ont plus confiance en eux, ils ont plus d'estime d'eux-mêmes, ils ont plus de courage, de patience. Il y a des tas de choses. Ils sont plus sociables, ils se sont fait des amis. Et parfois même, ils ont pu s'orienter professionnellement différemment, ou même il y a eu des cas où ils étaient dans vraiment une période de galère et ils ont pu sortir d'un passage très difficile grâce au bénévolat, grâce au service civique, grâce à un engagement. Voilà, alors le dernier point qui nous intéressait, nous, effectivement, en tant que mouvement familial, quelle est la notoriété des associations familiales auprès de ces jeunes? Donc, elle est relativement faible. Les parents connaissent à peu près les associations familiales, au moins de nom, et les jeunes, par contre, un peu moins. Et ils peuvent penser, en fait, que la seule mission des associations familiales, c'est d'aider les familles dans des conflits intrafamiliaux, donc les couples en instance de divorce, les difficultés entre les enfants et les parents, alors qu'effectivement, bon, les associations familiales font bien d'autres choses que ça. Ils ont par contre plutôt, les jeunes, une bonne image de la famille. C'est un refuge, c'est une présence en cas de difficulté, mais bon, souvent, ils disent qu'ils sont dans une période un peu, entre guillemets, sans famille, où ils sont en train de rompre avec leurs propres parents, enfin de s'éloigner de leurs propres parents, et ils n'ont pas encore fondé leur propre famille, donc ils sont un peu une période plus éloignée de la notion de famille. Ils ne se voient pas forcément comme bénévoles dans une association familiale, car en fait, souvent, ils s'imaginent comme pas assez compétents pour être bénévoles dans une association familiale, justement parce qu'ils les imaginaient plutôt dans la résolution de conflits familiaux. Et alors, ils disent qu'il faut être psychologue, il faut être très qualifié pour pouvoir accompagner des parents et des enfants dans cette situation. Mais
Par contre, quand on leur en parle, quand on présente un peu ce que font les associations familiales, ils ont là, à ce moment-là, plutôt une vision plus positive. Et ils se disent, oui, effectivement, je pourrais tout à fait aider les familles au quotidien. D'ailleurs, je me vois très bien aller aider à faire le jardin ou à promener le chien ou à s'occuper des enfants. Ou, voilà. Et il y a une chose qui est quand même assez intéressante pour les associations familiales, c'est qu'ils se voient bien dans l'organisation d'événements festifs familiaux. Ça, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Voilà. Voilà, donc je pense que si ça vous intéresse, vous pourrez effectivement retrouver plus de détails avec tous les verbatims que là, je n'ai pas eu le temps de vous présenter, qui sont toujours intéressants à voir dans ce type d'études sur le site de l'UNAF dans pas très longtemps, quand j'aurai terminé totalement. Merci beaucoup. Voilà qui est riche d'enseignements pour le mouvement familial. Je pense que vous avez la feuille de route pour l'engagement des jeunes dans les temps à venir. Alors, je vais revenir vers Madame Briel, présidente de l'UDAF des Hautes-Alpes, et Rachel Bertrand, qui est chargée de mission à l'UDAF des Hautes-Alpes, pour faire un zoom sur vos préoccupations de ces derniers temps autour de l'accompagnement du premier départ du domicile familial des jeunes. Et vous faites une intervention à deux voix, Madame Briel, sur la démarche entamée en 2010 et ce qui a amené votre réflexion. Et puis on demandera à Rachel Bertrand de nous dire aujourd'hui où on en est concrètement, quel aspect va prendre votre engagement. Madame Briel, à vous. Oui, merci, exactement. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, avant d'aborder notre démarche, je voudrais simplement dire que on a beaucoup parlé, on a beaucoup évoqué l'accompagnement des jeunes. Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'accompagnement de la famille dans sa globalité, parce que si l'accès à l'autonomie pose des problèmes aux jeunes, ça pose aussi beaucoup de problèmes à leurs parents. Donc, nous sommes attachés un peu à réconcilier tout cela. Donc voilà, donc je vais vous présenter la démarche des Hautes-Alpes, de l'UDAF des Hautes-Alpes, qui comporte deux actions complémentaires qui ont été étalées dans le temps, donc entre 2010 et aujourd'hui. La première action, c'est une action de réflexion, et la deuxième, c'est une action événementielle. Donc en 2010, l'UDAF 05 a démarré un travail de réflexion sur les difficultés, les besoins rencontrés par les jeunes dans leur démarche pour accéder à l'autonomie, et par leur famille pour les accompagner dans ce processus. L'action devant concerner l'ensemble des familles des Hautes-Alpes, eh bien, la spécificité du département a inévitablement impacté l'étude, d'où en particulier la mobilité subie qui a été évoquée ce matin. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui impacte fortement chez nous l'autonomie du jeune. Donc nous avons posé comme a priori que l'autonomie, ça ne se décrète pas. C'est un processus qui commence dès la petite enfance, ça s'apprend en famille et en dehors, et ça passe fortement par l'implication des parents dans leur mission de transmission. Et donc nous avons articulé notre réflexion autour de 5 grandes thématiques, identifiées comme les facteurs conditionnant l'accès des jeunes à l'autonomie, le logement, qu'on a évoqué ce matin, la mobilité, l'emploi, la formation, l'insertion, la santé, l'accès aux loisirs, la culture et la citoyenneté. Effectivement, les propos qui ont été évoqués là, tout de suite sur le bénévolat des jeunes fait partie de ce que nous avions évoqué. Donc, nous avons affirmé notre mission d'accompagnement aux familles en les consultant régulièrement à travers nos associations. Il est clair que les parents jouent un rôle essentiel dans la démarche du jeune, qui forcément se tourne vers eux, normalement, en cas de difficulté. Nous avons voulu accompagner les familles dans leur engagement, et donc nous avons partagé notre réflexion avec les partenaires locaux, les professionnels, les associations, les institutions, qui interviennent en complémentarité pour permettre à un enfant de grandir. Donc, et vraiment,
vraiment, je tiens à le préciser, nous nous félicitons vraiment de la richesse de ces échanges qui se poursuivent maintenant dans la mise en place de la deuxième action sur le thème. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres dimensions et en particulier, et c'est là qu'intervient la difficulté, c'est en particulier sur les dimensions psychologiques qui peuvent favoriser ou freiner le processus d'autonomie. Chaque thématique a fait l'objet de recherches et de discussions. Nous avons identifié des difficultés et nous avons émis des vœux qui ont été adoptés au conseil d'administration de l'UDAF. Et nous avons émis des vœux plutôt que des recommandations parce que nous avons estimé que l'UDAF ne peut être seul propriétaire de ce sujet. Sur le volet logement, nous avons pu mettre en évidence le manque de connaissance du marché immobilier, la réticence à se lancer dans les démarches administratives complexes pour accéder à des aides possibles. Ça a été évoqué largement. En termes de mobilité, en vue de formation ou emploi, le choix de vie et le choix d'études sont difficiles à concilier. Le manque d'options post-bac dans le département du 05 implique de quitter le département. Les difficultés financières, les freins psychologiques aboutissent parfois, je dirais presque souvent, à une orientation par défaut pour ne pas partir. Là aussi, les complexités administratives sont déroutantes pour les jeunes et leurs parents. Sur la santé, la démarche est encore plus délicate que dans les autres domaines. Une relation de confiance doit s'établir entre le jeune et les adultes. Il existe un grand facteur émotionnel lié au bouleversement de l'adolescence qui va bien sûr affecter le comportement du jeune, qui de plus ne prend pas forcément soin de lui pendant cette période. L'accès à la culture et aux loisirs doit permettre aux jeunes de construire une meilleure image de soi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et donc faciliter l'accès à d'autres informations. Le plaisir de faire peut engager le jeune dans une démarche citoyenne, créant une capacité à l'autonomie. Les jeunes ont besoin d'espace où ils retrouvent les adultes pour pouvoir être reconnus. Ces réflexions ont été alimentées par des moments de débat avec les familles et en particulier durant les conférences sur la parentalité dans le cadre de rencontres de professionnels. Ces étapes ont permis de valider des constats, ont abouti à un travail de synthèse et dans notre position finale, nous avons choisi de mettre en évidence la question du premier départ du domicile parental, car c'est un moment essentiel pour les jeunes et pour leurs parents, pour les familles, le moment où les parents peuvent mesurer le degré de leur accompagnement, faire le constat de leur capacité à avoir suffisamment équipé leur enfant et tester leur propre capacité à lâcher prise. Le moment pour le jeune d'affirmer ses choix et de les assumer. Donc nous avons repris le travail avec nos partenaires locaux pour construire ce projet de forum qui ne sera pas un doublon de forum des métiers, forum des jeunes, etc. Nous voulons vraiment rassurer les jeunes et leurs familles et c'est maintenant que Rachel va présenter la suite. Merci. Alors je prends le relais. Donc en effet, à l'issue de cette réflexion, nous avons constaté pour les jeunes et les familles une difficulté à préparer ce premier départ du domicile parental, à la fois sur des aspects pratiques, administratifs notamment, mais aussi sur des aspects, Michel Briel l'a dit, plus psychologiques, plus intimes, liés à cette situation-là. Donc nous avons alors recontacté nos partenaires initiaux avec lesquels on avait travaillé sur la démarche de réflexion, qu'on a ces contacts élargis à beaucoup d'autres partenaires et acteurs pour leur proposer de se lancer avec nous dans l'organisation d'une manifestation sur ce thème. C'est donc notre deuxième action dans cette grande thématique famille et autonomie des jeunes. Donc cela fait quelques mois que nous travaillons sur ce projet. Les acteurs sont visiblement très intéressés et mobilisés, car tous estiment que la démarche est nouvelle, sur le département en tout cas,
et répond à un besoin réel. Alors, pour confirmer l'intérêt de cette démarche, on a réalisé une enquête durant cet été, là, adressée aux familles du département, via nos réseaux professionnels et souvent personnels aussi, donc qui visait à mieux connaître les besoins, les attentes et aussi les craintes des parents par rapport à cette situation de premier départ. Donc les résultats, ils sont intéressants, je ne peux pas les rapporter ici, mais en tout cas, ça nous apporte des éléments complémentaires pour nos recherches, et ça va nous permettre aussi d'affiner le projet de forum. Donc concrètement, il s'agira d'un forum gratuit, ouvert à toutes les familles du département, donc des Hautes-Alpes, qui concerne plus particulièrement donc, les jeunes entre 16 et 25 ans, c'est pas limitatif, hein, et les parents, alors dont les enfants ont quitté récemment ou vont quitter prochainement la résidence familiale pour des poursuites d'études, de formation, d'emploi, s'installer en couple ou en colocation. Donc les partenaires sollicités seront présents sous forme de stand notamment pour apporter leurs compétences et leurs informations ou des informations qu'ils seraient allés chercher sur les thématiques concernées. Pour enseigner donc, les familles sur des questions pratiques. Donc les thématiques, hein, ce sont toujours les mêmes, notamment autour du logement. Concrètement, les dossiers CAF, les aspects juridiques concernant les assurances, la colocation dont on a pas mal parlé ce matin, hein, notamment. Aussi sur les aspects de santé, le changement de régime, les mutuelles, etc. La mobilité, très importante, comme Michel Brial nous l'a dit sur notre département, quels sont les différents modes de transport pour se déplacer, alors à la fois à l'intérieur du département et vers l'extérieur, leurs coûts et puis les conditions. La fiscalité également se pose, on l'a légèrement peut-être, mais on l'a évoqué quand même aujourd'hui. L'orientation et la formation, mais effectivement pas sous forme de forum sur l'orientation, le parcours scolaire, mais en tout cas pour quand même avoir des acteurs qui pourront répondre aux jeunes et aux parents sur comment rebondir en cas d'échec, vers qui se tourner dans le département, quels sont les interlocuteurs sur les questions d'emploi et de formation. Ensuite, le deuxième aspect de ce forum consistera en des temps d'échange. C'était très important pour nous d'avoir ces moments-là aussi, entre les parents et les jeunes, qui seront également proposés pour permettre la discussion, donc autour des difficultés et des interrogations dans le cadre du premier départ, et afin de lever certains freins liés notamment à la mobilité. Donc en effet, nous avons observé, et le constat il était unanimement partagé par tous nos partenaires, hein, d'un fort ancrage au territoire haut-alpin, de la part des jeunes, alors ce qui est plutôt un point positif pour le département et pour les jeunes quand c'est un choix assumé, mais qui peut entraîner des difficultés importantes lorsque le jeune doit partir pour des raisons scolaires, d'études ou professionnelles, ce qui fait que beaucoup de jeunes ne partent pas sur le département, optent pour des formations ou des études à proximité, et le choix est assez réduit en termes de filières, notamment universitaires. Et pour ceux qui partent, beaucoup reviennent en cours d'année, en cours de formation, parce qu'ils ne s'adaptent pas, ou à la fin avec des diplômes qui ne correspondent pas toujours au marché de l'emploi local. Donc un problème aussi d'anticipation de ce que ça va représenter de partir. Voilà. Alors nous avons observé beaucoup de réticences de la part des jeunes et des familles, des freins, non seulement pratiques et financiers, hein, qui sont réels, hein, ceci dit, mais aussi plus liés à la peur de partir, de quitter ses proches et sa famille, d'aller vers l'inconnu, et notamment les grandes villes. Je fais court. Donc c'est pourquoi nous voulons aussi, à travers ce forum, rassurer sur ce départ, non seulement de la maison, mais aussi d'une ville, d'un département, en rendant à la fois plus facile les démarches, les recherches d'informations, anticiper les choses à faire, mais aussi permettre plus d'ouverture de la part des jeunes et des familles, favoriser la découverte d'autres lieux, d'autres personnes, faire d'autres expériences enrichissantes, et par là gagner encore en maturité et en autonomie, puisqu'on a vu effectivement qu'en effet, l'engagement participe fortement du processus d'autonomie, d'autonomisation des jeunes. Donc ce forum il se tiendra en mars 2014 à Gap.
Nous espérons qu'il attirera beaucoup de monde pour cette première édition et qu'il aura peut-être vocation à se renouveler si c'est une réussite. Voilà, à suivre. Bonne chance au forum, et on voit bien dans ce que vous dites que ça se joue à deux, entre la famille et le jeune. On a beaucoup parlé aujourd'hui, ce matin notamment, de la place faite aux jeunes, la place prise par les jeunes, et notamment le rôle que peut avoir la famille dans la prise de cette place vers l'autonomie. Frédéric Olly, je me tourne vers vous. Vous êtes président de l'UDAF du Vaucluse. On a beaucoup vu pour le moment le collectif Action Jeunes du Vaucluse, mais moi je voudrais le mot du président sur ces expériences, et puis on leur redonnera la parole pour la fin de cette table ronde. Bien, oui, alors c'est vrai qu'on les entend beaucoup, mais j'espère qu'on va continuer à les entendre beaucoup, et parce que le pari qu'on a fait à l'UDAF du département du Vaucluse maintenant depuis à peu près 2009, de laisser une place à ces jeunes et surtout de leur faire confiance. Aujourd'hui, moi j'en suis très content, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais ça témoigne de leur investissement. C'est vrai qu'on l'a vu ce matin, une photographie a été rapidement faite sur la problématique aujourd'hui de précarité qu'il y a dans notre pays, mais plus particulièrement sur le département du Vaucluse, puisque comme ça a été rappelé d'ailleurs, le département a été pris comme lieu d'expérimentation pour la garantie jeune, donc ce qui prouve aussi que, je dirais, tous les clignotants sont en rouge sur le problème de la précarité sur l'ensemble des familles, mais c'est vrai plus particulièrement sur le public de ces jeunes. Mis à part ces chiffres, c'est vrai que le département de Vaucluse là-dessus ne pouvait pas ne rien faire, parce que c'est vrai que même si ces clignotants aujourd'hui on les voit beaucoup plus, je dirais on les connaît quand même depuis un certain nombre de temps, et c'est là-dessus que l'UDAF du Vaucluse a voulu d'une manière volontariste s'occuper d'une partie plus particulière de cette famille que sont les jeunes, et surtout, ce que je disais tout à l'heure, de leur faire confiance. Alors c'est vrai que l'UDAF, en dehors de la problématique des tutelles, s'est doté d'un pôle jeunesse-famille avec un certain nombre de missions que sont tout d'abord l'espace jeune ambulant, qui est un point information jeunesse, en tout cas labellisé point information jeunesse, Capcom Jeune, qui est un service qui permet d'accompagner les jeunes plus particulièrement sur leurs projets, une école des consommateurs, des vacances familiales, et ce collectif Action Jeune, mais ça je relaisserai la parole à Jean-Baptiste et à Mohamed pour plus particulièrement vous continuer à en parler. Alors je voulais parler justement, tout à l'heure je parlais de reconnaissance. Une chose est importante, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit il y a 2 minutes que le département a été pris comme garantie jeune, comme lieu d'expérimentation. Il faut savoir qu'également le préfet nous demande de participer à la mise en œuvre de la garantie jeune sur le Vaucluse. C'est-à-dire que sur cette garantie jeune, il y a une place qui est faite à ces jeunes, et au vu du travail qu'il est venu voir sur le terrain justement à l'intérieur de l'UDAF, le show que nous lui avons fait, ça l'a enthousiasmé pour montrer aussi que les jeunes pour qui nous faisons confiance, ils souhaitent aussi également qu'ils s'engagent aux côtés de l'État, de la mission locale et des autres partenaires sur la suite de ces garanties jeunes pour la mise en place sur le département de Vaucluse. Donc c'est aussi une reconnaissance institutionnelle qui est importante aussi pour nous, mais aussi pour ces jeunes qui s'investissent tout au long de l'année. Alors moi je vais m'arrêter juste 2 minutes sur un point particulier, mais je crois que ça va être aussi également le cas de Jean-Baptiste là-dessus. Au-delà justement de cet investissement, ce qui est important à demander, c'est que cet investissement de ces jeunes puisse être repéré sur le département. Et on est en train de mettre en place une démarche assez originale sur le Vaucluse, puisqu'il n'y en a pas encore. C'est ce qu'on appelle, nous, le 7 bis. Alors, le 7 bis, ça ne veut rien dire en soi, puisque c'est l'adresse aussi de l'UDAF, parce qu'on habite aussi 7, mais il y a aussi une entrée, le 7 bis. Mais dans le 7 bis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cour, il y a des bâtiments, etc. Et en fait, ce que l'on souhaite, c'est... au départ, on veut créer ce qu'on appelle un tiers-lieu, à destination justement de ces jeunes. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette démarche. C'est tout simplement permettre un lieu pour favoriser justement les échanges et les rencontres, donner aussi la possibilité aux ces jeunes d'être acteurs de leur propre projet, d'être à leur écoute, les inciter à devenir créatifs, porteurs de ces projets innovants,
mais également les accompagner dans leur parcours d'étudiants, on a vu tout à l'heure, mais de jeunes citoyens, parce que ce n'est pas que le monde étudiant, mais c'est aussi l'ensemble de notre jeunesse qui est touchée. C'est de créer du lien social entre les individus, on parlait d'intergénérationnel, mais aussi, c'est important, multiculturel, multisocial, et aussi multiterritorial, et ça c'est important, parce que notre volonté, c'est vraiment de ne pas être enfermé dans des territoires, qu'ils soient des zones urbaines sensibles, des zones de revitalisation rurale, mais qu'il y ait vraiment porosité entre ces différents territoires et que les gens apprennent à se parler, apprennent à se respecter, apprennent à se faire confiance, que ce soit les personnes qui habitent, les personnes qui utilisent ces espaces, mais aussi les partenaires qui accompagnent toutes ces personnes-là. Et c'est proposer évidemment des services en fonction des besoins des uns et des autres. C'est-à-dire en gros, c'est mutualiser tout simplement les compétences de chacun en échangeant un certain nombre de services. En fait, ce lieu est une manière d'envisager une nouvelle façon d'aborder les difficultés sur nos territoires en apportant une réponse qui dépasse évidemment les difficultés qu'on a tous les jours. C'est tout simplement donner aux jeunes les moyens de trouver au sein du collectif les réponses à leurs questions ou bien à leurs difficultés personnelles, hein. C'est tout en les amenant à devenir acteurs réellement de leur épanouissement et à s'engager dans une démarche d'intérêt général et non pas individuelle. C'est-à-dire, en fait, ils passent d'utilisateurs à acteurs de leur propre système. C'est tout simplement aussi une approche d'éducation populaire, on en a parlé aussi un peu ce matin. Une UDAF peut être aussi un acteur de l'éducation populaire et nous, on le prouve tous les jours. Donc, tout simplement, mais c'est quoi un espace d'élaboration d'événements, un espace de création multimédia, d'expression permanente, d'ateliers d'artistes, de lieux de production, un lieu de rencontre informelle, parce qu'on s'aperçoit aussi que ces jeunes, ils sont aussi isolés dans leur quotidien, même s'ils sont multiples. Alors c'est vrai que le département de Vaucluse, en tout cas où on se situe nous, sur Avignon, il y a 10 000 jeunes qui tournent autour de l'UDAF, comme ça, alors qui passent devant des fois. Il y a la fac qui est avec 8 000 jeunes à côté, en précisant quand même que l'université d'Avignon est une université où on retrouve le plus de boursiers. Donc c'est aussi pour montrer aussi dans quel problème se trouve aussi un certain nombre d'étudiants, mais c'est aussi un certain nombre de lycées, de collèges qui sont tout autour. Donc c'est des lieux aussi où on peut se rencontrer, parce que c'est vrai qu'aller boire un café, c'est sympa, mais quand il faut payer l'addition, c'est cher un café. C'est pas toujours ouvert à toutes les heures que l'on souhaite. Donc nous, c'est un espace qu'on voudra ouvert en fait du matin, on s'est dit comme ça, de 11h à 21h du lundi au dimanche inclus, c'est dans des moments aussi où l'informel est important, c'est-à-dire qu'on peut simplement venir aussi participer à un concert, mais simplement venir boire un coup, et ce qui nous permet aussi de pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent être attentifs à d'autres choses, croiser d'autres jeunes qui ont aussi la débrouillardise de pouvoir s'investir aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la problématique d'aller ailleurs, de voir un peu au niveau national, international ce qui se passe, de s'échanger, et surtout, moi, je dirais, le rôle que nous, on joue aussi à l'UDAF là-dedans, je leur dis souvent, on est plutôt, nous, un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'on met à disposition des lieux, on met à disposition nos réseaux, on met à disposition nos partenaires, et eux, ils s'en imprègnent, ils s'en inspirent, ils l'utilisent, ils le remanient à leur mode et à leur façon d'échanger leur mode de vision qu'ils ont de la société. Et par tout ça, c'est un partage, et puis pour moi, en tout cas, c'est une mayonnaise qui prend, et c'est quelque chose qui m'intéresse de continuer à porter fortement auprès de toutes les institutionnels qui pourraient à un moment donné nous accompagner, parce qu'il faut savoir quand même que jusqu'à présent, l'UDAF porte ça, mais on a beaucoup de partenaires intéressés, mais pour l'instant, ils sont intéressés. J'espère qu'ils vont être quand même un peu plus qu'intéressés, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on fonctionne. Et voilà, c'est un appel aussi, évidemment, à l'ensemble de ces partenaires, mais là-dessus, on est assez optimiste sur la suite de notre collectif. Voilà, merci. Merci. Oh. Vous avez un fan club. Je vais redescendre voir le collectif Action Jeune. Dans une dernière séquence pour 2 choses. On a beaucoup parlé de logement, de formation, d'emploi aujourd'hui, donc des choses qui sont plutôt de l'ordre de la difficulté, de la marche à grimper pour y arriver. Et quand on a préparé cette journée, on a visionné un certain nombre des productions du collectif Action Jeune et on a décidé que cet après-midi, en fin de journée, on allait vous proposer quelque chose de différent, qui est un petit film sur un festival Jeunes sans frontières, donc sur les voyages, en se disant que l'autonomie ne passait pas uniquement
par logement et emploi, ou sinon c'était un peu plombant quand même quand on est jeune, et on voulait valoriser d'autres choses que fait le collectif. Et puis deuxième chose, donc nous avons un invité surprise, la personne de Mohamed El Moussaoui, donc qui est président d'une association qui s'appelle Coup d'éclat à PACA et qui fait partie du collectif Action Jeune, et il est la preuve vivante que quand on parle de participation, généralement si on donne la parole aux gens, ils la prennent. Donc Mohamed, on s'est vu à midi et on s'est dit qu'il avait aussi une petite vidéo et envie de dire quelque chose sur l'association Coup d'éclat et qu'il y avait toute la place dans ce type de journée pour faire ça. Alors on va essayer quand même de tenir nos délais de manière à ne pas mettre Monsieur Guilleux dans la difficulté sur sa séance de clôture. Mais Jean-Baptiste, à vous. Rebonjour à tous, je ne me représente pas. Donc voilà, en fait, il faut savoir que le collectif que j'ai présenté ce matin, il met en place un événement par mois. Depuis octobre dernier, un événement par mois qui peut être ou festif et ludique, ça peut être l'organisation d'un concert, mais comme on l'a vu, ça peut être aussi toute l'organisation d'un concert, et pour un jeune qui ne l'a jamais fait, ça peut être de l'acquisition de compétences. Et il y avait notamment 4 thématiques principales sur lesquelles justement les jeunes participants à ce collectif et les associations devaient se pencher, qui étaient engagement des jeunes, donc citoyenneté, santé, emploi et logement. On a traité déjà les thématiques de l'emploi et du logement, notamment vous avez vu les 2 micro-trottoirs qui faisaient partie des événements qu'on a fait sur ces thématiques. À chaque fois en essayant d'être original et à chaque fois ça a été porté par les jeunes. Je rebondis là-dessus parce que notamment je voyais l'UDAF de 05, c'est ça qui organise un forum bientôt. Sur l'emploi, on avait fait un festiforum où on avait pensé à intégrer le côté festif dans un forum d'information et être créatif aussi en sortant des carcans habituels des forums. On avait présenté des stands d'information avec tous les organismes qui sont dans ce domaine-là, qui étaient présents sur ces stands. Mais on avait également fait un côté festif avec des concerts, une entracte concert et un concert à la fin, et des mini-conférences répétitives. Il y avait 3 mini-conférences qui se déroulaient en même temps, ce qui permettait de dispatcher le public et d'avoir des plus petits groupes plus participatifs dans le débat. Et les 3 conférences se répétaient 3 fois afin que chacun puisse assister aux 3 conférences. Donc voilà, on avait essayé d'être créatif, de sortir des carcans habituels et ça a vraiment bien marché. On a eu beaucoup de retours positifs, notamment des jeunes. Donc voilà, on avait traité le logement aussi de manière participative en association avec le foyer de jeunes travailleurs Déclic, parce qu'ils étaient déjà sur la thématique. Donc on s'est dit ça sert à rien de faire doublon, autant faire quelque chose de concert, surtout qu'ils travaillent avec des jeunes également. Et donc voilà, on avait également beaucoup parlé de la mobilité. C'était pas une des thématiques principales, mais c'était une thématique qui est vraiment ressortie des jeunes, qui a émergé des jeunes du collectif et des associations. Parce que c'est l'idée aussi, au-delà des 4 thématiques qui étaient entendues au début, il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger des jeunes, beaucoup d'initiatives, et donc on était à l'écoute et il y avait une volonté d'accompagnement de ces initiatives. Et le festival Jeunes sans frontières, c'est comme ça qu'il est né, c'est de l'initiative de jeunes qui voulaient justement parler des dispositifs de mobilité qui sont souvent très peu connus, comme le service volontaire européen qu'on a évoqué aussi un peu plus avant, et de mettre en avant justement les jeunes qui voyagent, comment ils voyagent, le fait que ce soit accessible à tous et qu'il ne faut pas s'appeler MacGyver pour partir à l'autre bout du monde. Donc je vais vous présenter la petite vidéo qui a été faite. En attendant, c'est bon. Apparemment, il y a un problème sur la vidéo.
Le festival des jeunes voyageurs, Jeunes sans frontières. Le but du festival, c'est vraiment de montrer aux jeunes que c'est possible de voyager avec peu de moyens et qu'il existe des dispositifs en fait qui permettent à ces jeunes-là d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres cultures sans forcément dépenser des sommes astronomiques. On a organisé des expositions photos. Par l'installation de stands justement de promotion de ces dispositifs. En fait, ça a été des outils pour vraiment justement montrer à ces jeunes-là que c'est possible. On a organisé des diffusions de films, de documentaires indépendants faits par des jeunes voyageurs sur leur voyage, qui sont venus nous les présenter. Je suis venu aujourd'hui à ce festival pour présenter le film que j'ai réalisé avec deux amis qui s'appelle Handicap au vent, USA, que vous pouvez trouver sur YouTube gratuitement, vous pouvez le voir. C'est un film qui parle du voyage en stop de mon ami Antoine, qui a 23 ans et qui est paraplégique et qui a traversé donc avec moi les États-Unis en stop pendant 90 jours de la côte est à la côte ouest, de Miami à Los Angeles. C'est un film sur mon frère qui a fait un grand voyage en Asie pendant 1 an et demi. Et c'est l'histoire de moi qui vais le rejoindre 1 an après qu'il soit parti. Et je l'ai suivi pendant 1 mois et demi sur une petite portion de son voyage. Je suis arrivé au Kyrgyzstan et je l'ai suivi jusqu'à Lhasa, au Tibet. Et on a organisé des concerts, notamment un barbecue fanfare qui a eu beaucoup de succès. Voilà une autre illustration donc, des actions du collectif Action Jeunes. Alors les chantiers en cours, Jean-Baptiste. Voilà, alors juste une liste exhaustive de certains événements majeurs qu'on va mettre en place cette année. Il va notamment y avoir les assises de la jeunesse qu'on va faire sous forme de 24 heures de la jeunesse. Il y aura 96 heures à Paris aussi, un projet qui prévoit d'emmener des jeunes du département à Paris pour rencontrer des institutions, visiter le Sénat, avoir des moments ludiques aussi. Il y a des rencontres intergénérationnelles, quand on parlait de l'intergénérationnel aussi, et qu'on veut mettre en place. C'était une idée de la directrice de l'UDAF de Vaucluse à la mort de Stéphane Hessel, d'avoir justement des témoignages, des rencontres entre des jeunes et des personnalités comme ça pour avoir des échanges qui peuvent apporter beaucoup, on le pense en tout cas. Il y aura une autre édition du Festival Jeunes sans frontières qui avait très bien marché. Et l'idée, ça serait de développer d'autres collectifs comme ça dans d'autres endroits, dans d'autres départements. Et voilà, ça serait qu'on puisse se mettre en réseau sur d'autres départements. Ça nous plairait beaucoup. Nous, on est prêts à mettre la main à la pâte pour aider. Et bien sûr, on parlait aussi, il faut des lieux d'accueil pour les jeunes, des lieux où ils puissent se retrouver. Le 7 bis dont parlait notre président, M. Olive, c'est notre plus gros projet. Ça permettrait d'avoir une plateforme, un lieu qui fasse vivre tout ce qu'on met en place et qui lui permette d'avoir une réelle envergure.
voilà, je vais passer la parole à Mohamed El Moussaoui qui fait partie du collectif et qui va pouvoir donner une autre vision aussi de ce collectif. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, pour me présenter, je suis Mohamed El Moussaoui, le président de l'association Codéclat et membre du collectif Action Jeune. Donc, on va vous lancer une petite vidéo pour vous présenter un peu tout d'abord l'association, histoire de voir un peu en image qu'est-ce que c'est que Codéclat. Si ça veut marcher, bien sûr. Hein. Création-là que les jeunes peuvent avancer dans la vie. Avoir beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'impact. Jessica. Monsieur Farida. Enchanté, moi Florian. Monsieur, ça va, c'est bon? C'est très bon. D'habitude, on ne me dérange pas à table, alors va-t'en, s'il te plaît. Bonne année Codéclat, je vous souhaite que du kiff, continuez, vous êtes les meilleurs, je vous vois de loin et franchement vous avez la classe. Vive Codéclat. Voilà. Bravo. Alors, quelques mots d'explication? Voilà, donc il y a eu quelques images qui vous ont permis de survoler un peu tout ce que Codéclat fait, mais il faut savoir que Codéclat n'est pas seul. Codéclat, c'est 395 jeunes, tous âgés de 18 à 30 ans en moyenne, plus 205 jeunes du collectif. Donc 600 jeunes qui œuvrent sans cesse
pour essayer de faire évoluer les choses. Et tout cela n'est rien d'autre qu'une extraordinaire mutualisation des forces et des compétences pour donner vie à des projets imaginés, créés et réalisés par des jeunes pour la société. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on n'arrivait pas à définir, à donner de définition à la jeunesse. Il faut savoir que la jeunesse en elle-même, elle n'arrive pas à se définir. Quand je pose des questions à des jeunes de quartier et que je leur demande « Qu'est-ce que pour vous que la jeunesse ?» Certains nous disent « On n'est qu'un problème ». Dans le meilleur des cas, on me dit « On n'est qu'un outil utilisé par certains politiciens pour arriver à leur fin ». Donc aujourd'hui, moi je pars sur le principe où main dans la main on peut avancer et qu'aujourd'hui le collectif Action Jeune vient de planter un arbre, l'arbre de l'espoir, mais un arbre qui a quand même besoin d'être entretenu et d'être arrosé, entretenu par votre confiance, arrosé par votre soutien, que ce soit financier ou tout simplement moral. Voilà, donc pour qu'on puisse tous bénéficier de ces fruits, et puis qu'on puisse aussi avancer main dans la main et essayer de donner une nouvelle perspective d'avenir à cette jeunesse qui est les pères et les mères de demain. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ça va faire avancer les choses. Comme ils ont parfaitement respecté le timing, on a un petit temps de questions, si vous voulez, avant la clôture par Monsieur Guilleux. Peut-être des questions pour revenir sur l'étude que Madame Humann nous a présentée tout à l'heure, ou des questions au collectif ou à coup d'éclat. Excusez-moi, je voudrais bien. Alors, la présentation de coup d'éclat a été dynamique et je trouve percutante, et c'est de l'accroche. Mais par contre, moi je serais incapable en sortant d'ici de dire où vous êtes. Voilà, donc vous vous connaissez bien, mais est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer où est-ce que vous sévissez, comment vous sévissez, enfin voilà, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Aujourd'hui, Merci. Code Éclat et le collectif d'Action Jeune, toutes les informations qui ont été données sur le collectif et on est à l'UDAF de Vaucluse, donc on a la chance d'avoir l'UDAF 84 qui nous soutient et qui nous donne un local pour pouvoir exercer, pour pouvoir aussi donner un point de repère aux jeunes en attendant que le 7 bis prenne vie, pour que les jeunes puissent quand même avoir vraiment un lieu vers lequel se diriger. Mais en se dirigeant vers l'UDAF 84, on se dirige aussi vers Code Éclat comme vers le collectif. Voilà. Merci de ces précisions. Merci beaucoup. Une ou deux questions? Écoutez, sinon... Oui, Madame Lorsery. Et c'était pour reprendre la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire quelle est l'articulation alors entre cette association, Coup d'éclat, et puis le collectif Action Jeune? Vous n'êtes pas une association de quartier, vous n'êtes pas dans un quartier, vous êtes sur l'ensemble d'Avignon? L'association Coup d'éclat est basée sur Avignon, mais elle compte des adhérents, donc 395 adhérents issus de l'ensemble de la région PACA. Donc on a des adhérents de Marseille, de Cavaillon, de Lys-sur-Sorgue, d'Avignon, de Carpentras. Parce qu'on part sur le principe où, comme c'était marqué dans la vidéo, la jeunesse est la même de partout. Et l'objectif, on parle souvent de la mobilité et d'encourager les jeunes à aller découvrir ce qui se passe ailleurs, sans forcément on va leur donner les moyens d'aller découvrir ce qui se passe dans les autres pays. Mais très souvent, on n'a même pas vu ce qui se passe dans la ville à côté parce qu'on reste enfermé dans notre quartier et qu'on ne va pas s'ouvrir vers l'autre. Donc, notre objectif à nous, c'est vraiment on a un siège, un endroit vers lequel les jeunes peuvent venir prendre les informations nécessaires, mais on peut, nous, aller vers ces jeunes-là. Voilà. Donc, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants du troisième atelier pour leur contribution. Et je vais demander à Rémi Guilleux, vice-président de l'UNAF et président du département éducation jeunesse, de bien vouloir nous faire le mot de la fin. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Vous me permettrez de faire court, mais malgré tout, saluer Madame la Présidente, Madame les Présidentes et Présidents du DAF et du mouvement familial de cette région,
Et puis bien sûr, tous les partenaires que nous avons entendus avec beaucoup de bonheur tout l'après-midi, puisque je n'ai pu vous rejoindre que ce midi, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. Si vous me permettez faire une synthèse ou une conclusion d'une journée comme celle-ci, c'est un peu acrobatique, donc vous m'autoriserez peut-être d'abord à saluer l'initiative, mais à m'arrêter seulement sur quelques points qui m'ont paru à la fois être très présents et très forts dans tous les témoignages que nous avons entendus cet après-midi pour ce qui me concerne, mais je crois depuis ce matin, et qui rejoignent en même temps les préoccupations, des souhaits, des propositions du mouvement familial dans sa diversité, dans son originalité et dans son ensemble. Alors le premier point, c'est d'abord saluer l'initiative. Je crois que saluer l'initiative de cette URAF, bravo Madame la Présidente, bravo Monsieur Stuy, le délégué régional, et puis toutes les UDAF, bien sûr, qui sont associées. Organiser une telle journée où vous partagez vos préoccupations, où vous faites état de ce que vous vivez au niveau de vos associations et des familles qu'elles représentent, mais partager tous ces éléments avec vos partenaires, je crois que c'est une initiative que je salue et qui, pour nous, à l'UNAF, est tout à fait importante. Je dis pour nous parce qu'il y a dans la salle aussi d'autres collègues administrateurs de l'UNAF qui auraient pu tout aussi bien, même mieux que moi, faire cette synthèse parce que vivant la région, je pense à Marie-Pierre Gariel. Mais donc pour nous, c'est important, je dirais, dans l'exercice des missions de l'UNAF, que vous connaissez, c'est des missions très, très globales, représenter l'ensemble des familles, donner avis sur toutes les questions qui touchent les familles. C'est important de se nourrir aussi des réalités qui sont vécues dans les départements, dans les associations, dans les UDAF, dans les mouvements. Donc, bravo à cette initiative. Non, la jeunesse, ça a été dit tout à l'heure par un jeune qui l'a dit avec beaucoup plus de force que je ne pourrais le faire, la jeunesse n'est pas un problème, bien au contraire, la jeunesse c'est un atout, parce qu'une société qui désespérerait durablement sa jeunesse, il me semble que ce ne serait pas une société qui aurait beaucoup d'avenir. Donc le deuxième élément, c'est vous transmettre à vous tous, membres des associations de cette région et à leurs partenaires, le salut amical du président Fondard, François Fondard, président de l'UNAF, que j'ai eu l'occasion de croiser hier soir. Vous rappelez, je viens de l'évoquer, mais l'importance pour nous de se nourrir de cette expression du terrain. Et puis enfin, en introduction toujours, vous dire aussi tout le plaisir qui est le mien de partager ce moment avec vous, parce que venant de Normandie, qui était dans la brume ce matin très tôt, en passant par Paris et arrivé à Marseille avec un soleil radieux, c'est forcément très souriant et je vous en remercie, même si c'est une réalité quotidienne de votre région. Maintenant, vous me permettrez de m'arrêter sur 4 points. C'est forcément réducteur, mais bon, je pense que ce serait extrêmement acrobatique de faire autrement. Le premier, c'est d'abord votre sujet d'aujourd'hui, famille et autonomie des jeunes, ou autonomie des jeunes et famille. D'abord, c'est que l'autonomie, ça ne se décrète pas. Et je crois que tous les témoignages qu'on a entendus cet après-midi l'ont prouvé. L'autonomie, c'est un processus, c'est une succession d'étapes, de paliers, d'allers-retours. Et donc, on n'est pas autonome à un instant T, c'est forcément quelque chose qui se construit. On ne devient pas autonome du jour au lendemain, ça implique, je dirais, du mouvement, des initiatives qui s'inscrivent dans la durée. Et que cette autonomie, elle concerne forcément les familles, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'elle commence à s'acquérir. Être autonome, je pense que ça s'apprend effectivement dès la petite enfance, et puis elle se met progressivement en place au cours de l'adolescence pour devenir véritablement un vécu plus individuel, plus personnel à l'âge adulte. Donc, autonomie, processus, palier, mouvement à accompagner. Je crois que ça a été plus que démontré cet après-midi. Le deuxième point,
que je voudrais souligner et qui a été explicité de différentes manières par les différents intervenants, c'est que, effectivement, si la jeunesse est un atout pour une société, et Dieu sait si dans un pays comme le nôtre, où la politique familiale, je crois, a permis malgré tout un taux de fécondité et de natalité tout à fait significatif et envié de beaucoup de pays européens, eh bien, la jeunesse est forcément pour nous un atout encore plus fort. C'est qu'au sein d'une même génération, eh bien, il n'y avait évidemment pas une jeunesse, mais que cette jeunesse, elle présente une grande hétérogénéité avec des situations, des parcours extrêmement différents. Mais peut-être, malgré tout, avec une tendance assez générale pour l'ensemble de cette diversité et de ces sous-ensembles, je dirais, de jeunesse, eh bien, c'est peut-être une plus grande précarisation. Ça a été effectivement évoqué aujourd'hui. Et donc, il me semble qu'il y a, quand on évoque cette question de l'autonomie et du rôle des familles dans cette autonomie et du rôle des différents acteurs dans cet apprentissage de l'autonomie et de cette construction de l'autonomie, eh bien, il me semble qu'il y a nécessité de bien considérer cette diversité. Sans caricaturer, mais c'est vrai qu'entre des jeunes en formation supérieure, des jeunes en situation de formation professionnelle ou d'emploi, ou des jeunes, effectivement, comme ça a été rappelé aujourd'hui, on parle de chiffres, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais c'est plus de 130, 140, 150 000 jeunes qui quittent chaque année le dispositif éducatif sans qualification, et le plus souvent, bien sûr, sans emploi. Eh bien, il y a nécessité de considérer ces sous-ensembles sur plusieurs aspects, et ça a été aussi souligné aujourd'hui. Autour du logement, oui, je ne vais pas, bien évidemment, refaire tout le débat que vous avez eu et que je réduirai, bien sûr, mais autour du logement, selon qu'on est étudiant ou selon qu'on est apprenti, vous voyez bien que les choses se posent différemment. Que ce soit autour de la santé, autour du soutien financier, autour, bien évidemment, de l'accès à l'emploi. Mais un autre élément me paraît aussi très important pour prendre en compte cette diversité, et ça a été également évoqué, c'est toutes les questions de l'orientation. Et je crois que là, ça repose la question de la relation aussi entre famille, école, métier, territoire, acteurs d'un territoire. Je crois que cette question de l'orientation, elle est vraiment fondamentale. Parce que sans doute que aujourd'hui encore, trop de jeunes sont souvent dans des dynamiques d'orientation subies et non pas choisies. Et je crois que ça n'est pas sans incidence sur leur avenir. Donc cette relation entre les différents acteurs d'un territoire est extrêmement importante pour considérer sa jeunesse. Et considérer sa jeunesse, c'est un autre temps fort que j'ai pointé cet après-midi, considérer le jeune dans sa globalité. Effectivement, on ne peut pas découper le jeune en type de problème, c'est bien dans sa globalité, en valorisant ses atouts, en le plaçant dans une dynamique positive et en inscrivant aussi un suivi dans la durée. Je crois que ce sont aussi des éléments qui ont été fortement soulignés cet après-midi. Le troisième point sur lequel vous me permettrez de m'arrêter quelques instants, c'est et je crois que là aussi, ça a été mis en évidence cet après-midi dans les différents témoignages, qu'ils viennent de vos partenaires ou des UDAF et des associations de cette région. C'est sans doute la complémentarité entre politique en faveur de la jeunesse et politique familiale. Je crois que la cohérence des messages des adultes, cette relation entre les différents acteurs d'un territoire, je crois qu'elle est effectivement au centre de l'accompagnement. Parce que, oui, complémentarité entre politique familiale et politique de la jeunesse, ces deux politiques ne s'opposent pas, mais au contraire, elles peuvent être complémentaires dans le sens où toutes les familles souhaitent effectivement que leurs enfants deviennent adultes et autonomes, que ce soit sur le plan pratique, sur le plan financier, sur le plan psychique. C'est bien d'ailleurs l'objectif essentiel d'une éducation réussie.
Et l'autonomie, lorsqu'elle est effectivement réelle par une insertion professionnelle et une insertion sociale, eh bien, c'est une nouvelle façon, en tant qu'adulte, de vivre son attachement affectif et solidaire à sa famille. Donc, oui, une politique d'accompagnement de la jeunesse, elle doit coexister, elle doit être complémentaire d'une politique familiale. Et une politique qui favorise l'autonomie des jeunes, eh bien, elle doit aussi d'ailleurs intégrer des aspects qui concernent plus les familles et qui concernent les familles comme actrices, effectivement, de ce processus d'autonomie. Et enfin, le quatrième point que j'ai relevé et que vous avez les uns et les autres exprimé avec beaucoup de passion et à la fois, je dirais, une volonté d'agir, c'est que ce quatrième point, c'est qu'il faut sans doute construire avec les jeunes, faire confiance aux jeunes. Moi, il me semble, vous voyez, bon, je ne suis pas là pour faire état d'expériences personnelles, mais j'ai eu l'occasion, effectivement, de croiser des milliers de jeunes dans ma vie liés à mon métier d'enseignant et de formateur. Mais aujourd'hui, c'est aussi avec un regard, je dirais de militant, familial bien sûr, mais aussi d'élu local. Et je m'aperçois combien, trop souvent, on parle des jeunes, mais on ne parle peut-être pas suffisamment avec les jeunes. Et je crois que cet après-midi, ça m'a beaucoup frappé, parce que notamment dans les derniers témoignages, et je salue vraiment les UDAF qui se sont exprimés et leurs partenaires, parce que je crois qu'il y a là des initiatives qui peuvent trouver développement et écho dans d'autres départements. Le président l'a indiqué tout à l'heure et ses collègues, oui, moi je le relève et je pense que mes collègues ici présents qui sont au conseil de l'UNAF ne manqueront pas peut-être de faire état de cette journée comme peut-être un lieu que l'on a intérêt à venir croiser, à venir rencontrer pour sans doute développer la possibilité de relayer ça sur d'autres territoires en tenant compte bien sûr des particularités d'un territoire, mais avec, je dirais, un certain nombre de lignes et d'axes forts qui structurent une démarche, on peut bien sûr ensuite tenir compte des réalités d'un territoire particulier. Donc oui, c'est construire avec les jeunes, faire confiance aux jeunes. Des mots très forts ont été utilisés que je me permettrai de souligner. Vous avez parlé d'initiative, de passion, de compétences transférables, de créativité, faire confiance, je l'ai déjà évoqué, accueillir, donner sa chance, valoriser ses atouts, considérer le jeune, lui montrer qu'il est utile, qu'il est indispensable et que sa place est unique dans la société. Je crois que imaginer, expérimenter, construire, accompagner pour et avec les jeunes, ça me paraît tout à fait important. Et vous me permettrez, sans être trop long, effectivement peut-être d'évoquer aussi un point, et ça a été exprimé de différentes manières aussi cet après-midi, c'est sans doute comment les associations familiales peuvent aussi, je dirais, soit effectivement créer des espaces, et on a eu une présentation tout à fait intéressante tout à l'heure, créer des espaces d'expression, de rencontre des jeunes entre eux, mais des jeunes aussi avec les adultes, qui peuvent aussi, le lien social a été évoqué, le lien intergénérationnel a été évoqué, et sans doute que nos UDAF, nos associations, elles aussi donnent une place aux jeunes, ou plus exactement, permettent aux jeunes de prendre leur place. Je crois que ça aussi, c'est important. Et si vous me permettez, on m'avait donné 10 minutes, je les ai largement dépassées. Il me semble, moi, que, en guise de conclusion, je pense à l'instant à un propos d'un personnage illustre que chacun et chacune d'entre nous a encore en mémoire, parce que c'est ce personnage hors pair, Nelson Mandela, qui disait finalement, sur ce point, voyez, construire avec les jeunes, il dit